Et si l'entreprise était une jungle? Pas celle de l'expression de la loi du plus fort, mais plutôt la vraie, celle de la nature de la forêt tropicale. Celle où des milliers d'espèces différentes, dotées de compétences et de talents uniques, s'épanouissent en harmonie. Celle où la coopération complexe de milliers d'organismes contribue à créer l'essentiel, l'oxygène vital pour notre planète. Chez Entreprises Vivantes, nous voyons l'entreprise comme ça. Et pour contribuer à ce rêve, nous accompagnons les organisations à transformer leur gouvernance et leurs pratiques pour développer leur capacité à être, faire et décider ensemble. Alors ça peut passer par notre accompagnement intégral métamorphose ou aussi par nos formations, par du coaching, par nos expériences collectives. Avec nos événements, nous avons envie de partager des initiatives lumineuses, des pratiques porteuses de sens, innovantes, pour donner envie, pour inspirer toutes les personnes qui sont sur le chemin et qui ont envie de faire émerger l'entreprise de demain. Je vous souhaite un bon visionnage de notre replay de ce premier événement « Cultiver le vivant en entreprise ». Alors, ce soir, notre première invitée est anthropologue de formation. Elle est coach aussi, conférencière, directrice du Lab Recherche et Prospective du groupe, je ne sais pas si je le dis bien, Juliette Sterven. Elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages, tous très intéressants. Par exemple, Les talents cachés de votre cerveau au travail ou Développer l'engagement de vos collaborateurs. Et plus récemment, mon coup de cœur total, La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation, résilience. Bonjour et bienvenue, Emmanuel Joseph Dailly. Bonjour Antonella, merci de m'accueillir. Merci à toi. Alors, raconte-nous, Emmanuel, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire un livre sur le poulpe, sur le vivant, qui s'adresse aux organisations? Oui, alors au début, ce n'était pas un livre sur le poulpe. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, parce qu'en fait, je parle assez peu du poulpe. Mais le poulpe, c'était quand même le symbole le plus incroyable d'analogie avec tout ce que nos entreprises et nos organisations pourraient être, à savoir de l'agilité, de l'autonomie, une capacité d'adaptation, une capacité à se régénérer aussi, une capacité à apprendre extrêmement vite, puisque le poulpe est l'orphelin de naissance. Sa mère meurt quand les œufs vont éclore, donc il a cette capacité à apprendre sans transmission finalement, donc très très rapidement en autonomie. Il a cette capacité à se transformer, à se réinventer. Donc il était assez fascinant et pour un titre, ça marchait vraiment très bien. Et ce qui m'a donné envie d'écrire sur la bio-inspiration, c'était déjà une envie qui mûrissait de très longue date. Je crois beaucoup aux petites graines qu'on plante et qui mûrissent ou pas d'ailleurs et qui recroisent d'autres sujets. Mais de mémoire, j'avais envie d'écrire ce livre depuis plusieurs années. Et même quand j'étais dans la rédaction de mes précédents ouvrages, donc depuis 4 ans, j'ai toujours eu un ouvrage en cours et je mûrissais quand même cette idée d'écrire sur le vivant parce que le biomimétisme, pour le coup, avait un essor, c'est-à-dire qu'on copiait le vivant de plus aéronautique, dans les produits, dans la technologie, dans la data, dans les voitures autonomes en s'inspirant des bancs de poissons qui ne s'entrechoquent pas. Et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à s'inspirer du vivant, non pas à le copier, mais juste à s'en inspirer de manière vertueuse pour nos organisations. Et il y a une dizaine d'années, j'ai testé une approche sur un comité exécutif, une approche autour des singes, parce que je me suis dit, on m'envoie là-bas et je ne connais pas grand-chose au sujet, je ne connais pas grand-chose au comité exécutif et en vrai, je ne connaissais déjà pas grand-chose au monde des organisations, puisque moi, je venais de la recherche et d'un autre univers. Et je me suis dit, je vais leur parler des singes pour leur parler délégation, autonomie, rôle, pouvoir. Et ça les a beaucoup marqués. C'était une journée très spéciale. Et là, je me suis dit, et c'était il y a 10 ans, je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
sur les parallèles, sur la symbolique entre le vivant et nos organisations. Oui, c'est ça. Alors, tu écris dans ton livre, il y a tout un passage sur la collaboration qui est clairement le modèle du vivant par défaut. Mais tu écris aussi coopérer, oui, mais pour un traitement juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traitement juste pour un être humain et comment on peut s'assurer de ce traitement juste en entreprise? Alors, c'est intéressant que tu cites ce passage-là en particulier parce que la stratégie du poulpe, c'est vraiment un mélange de plein d'autres de mes écrits, dont le livre sur l'engagement que j'ai écrit, parce que j'ai travaillé en anthropologie et après en entreprise sur la thématique de l'engagement. Donc, évidemment, je me suis intéressée à la manière dont le vivant gérait les dynamiques d'engagement. Et pour s'engager et pour coopérer, le vivant, il a besoin de ce qu'on appelle la justice organisationnelle. Donc, il est OK pour collaborer, mais s'il est traité pareil que son voisin. Exactement comme nous, les humains, nous, on est les hommes, les homo sapiens, des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'on est prêt à coopérer à condition d'être traité avec justice. Et être traité avec justice, c'est avant toute chose un ressenti. Donc dans nos organisations, on sent qu'on est traité avec justice sur la question de la reconnaissance, de la valorisation, de l'autonomie, de la responsabilité, et on ne fait que se comparer en permanence à notre écosystème. Et si on a ce sentiment qu'on est traité avec justice, alors on est prêt à collaborer, à mettre de l'effort dans nos actions. Et ben, les animaux, c'est pareil. Le chien coopère beaucoup mieux s'il sent qu'il y a un sens de l'équité, c'est-à-dire s'il a la même récompense que son voisin pour la même tâche demandée. Le corbeau va être hyper soucieux de l'équité et du sens de la récompense, c'est-à-dire qu'il est prêt, pareil, à collaborer avec son camarade si il sent qu'il gagne la même chose pour l'effort fourni. Et nous, les humains, on est tout le temps dans un rapport bénéfice-effort. Notre cerveau, il va toujours faire cette mécanique-là. Et comme avant, j'ai écrit sur le cerveau, je me suis aussi beaucoup inspirée des neurosciences dans la stratégie du poulpe sur l'idée de se dire, le cerveau, comme il est paresseux, il aime s'économiser. Il va faire un effort et coopérer demande un effort que s'il sent que la récompense est au niveau de l'effort. Donc, on est toujours dans ce niveau de balancier dans notre cerveau et on est ultra sensible, nous, les homo sapiens, à l'idée de la comparaison et donc à l'idée que l'autre est traité de la même manière que moi. Très intéressant tout ça. Et alors, comment on peut s'assurer de cette justice organisationnelle dont tu parles? Tout un sujet. Alors, à tout niveau, on va s'en assurer différemment. Si on est une direction d'entreprise, on va avoir des paramètres différents que si je suis leader ou manager de si je suis collaborateur. Tout le monde est concerné de la même façon. Mais en tant qu'organisation, comme c'est un sujet de perception et de ressenti et que la nature a horreur du vide, plus on est transparent dans son organisation, plus on casse les supputations du cerveau. Parce que si moi, par exemple, Antonella, je veux me comparer à toi et qu'on est collègues au sein d'une même entreprise, si moi, je ne sais pas vraiment combien tu es payé, je ne sais pas vraiment si ton manager t'envoie de la reconnaissance et je ne sais pas vraiment quel est ton niveau de responsabilité, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer. Donc, mon cerveau, il va tourner, il va imaginer des choses, vraies ou pas vraies, peu importe finalement, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des choses. Donc, je vais imaginer des choses et je vais me construire un ressenti sur la base de ce que j'imagine. Donc, plus il y a de transparence, plus on casse ce mécanisme d'interprétation du cerveau, d'une part. D'autre part, plus on anticipe le dialogue sur ces questions-là de ressenti, plus on gagne des points. Je dis souvent que quand on augmente quelqu'un, si la personne vient le demander, c'est déjà trop tard. Les femmes et les hommes ont une approche un petit peu différente d'ailleurs sur ces sujets-là, mais c'est d'anticiper les questions de reconnaissance, d'anticiper l'idée qu'on est dans des feedbacks sur le travail des uns et des autres, d'anticiper la question de la responsabilité, de la liberté, de venir en amont de ces questions-là pour pas que le collaborateur ait à créer des mécanismes qu'on appelle des mécanismes compensatoires où il va compenser en s'investissant moins parce qu'il se sent lésé sur une question ou sur une autre. C'est ça. OK. Il y a un autre passage qui m'a beaucoup marqué qui parle de la complémentarité et de l'alliance dans la nature, y compris entre guillemets entre compétiteurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça dans la nature et peut-être aussi une piste de réflexion sur comment on pourrait explorer plus la complémentarité dans nos organisations? Oui, alors ça,
effectivement, ça s'appelle la coopétition. C'est un mélange de coopération et de compétition. C'est un néologisme qui a été créé assez récemment, qui s'appelle coopétition, que plusieurs univers mettent déjà en place sur l'idée de collaborer avec ses compétiteurs. Typiquement, dans l'ouvrage, j'ai des interviews à la fin d'experts ou de dirigeants sur la question du vivant et de l'entreprise. Et on voit que le monde bancaire a déjà mis ça en place pour, par exemple, les risques systémiques. Si, on l'a vu dans Lehman Brothers ou dans le scandale Kerviel, c'est que les crises globales vont affecter tout le domaine. C'est-à-dire que s'il y a une crise bancaire, tous les compétiteurs vont être concernés. Donc, cette alliance sur certains sujets, comme la prévention des risques, peut être très intéressante. Évidemment, on ne va pas partager les algorithmes de trading, mais on peut partager certaines choses qui vont aider l'écosystème à se prémunir contre le danger. Et dans le vivant, il y a des choses absolument formidables de symbiose. Alors, soit effectivement entre deux êtres vivants, typiquement le pic-bœuf et le rhinocéros. Si vous fermez les yeux et si vous imaginez un rhinocéros dans votre tête, je suis sûre que vous imaginez le petit animal qui est sur lui en permanence. Et c'est un échange de bons procédés. Le petit animal, il prévient le rhinocéros des prédateurs, il lui enlève le cérumen des oreilles, il peut aller jusqu'à dans sa gueule pour retirer les parasites. D'ailleurs, le crocodile a aussi son petit animal à lui qui rentre dans la gueule du crocodile. Donc, il faut oser quand même, il faut avoir un rapport de confiance énorme pour oser rentrer tout au fond de la gueule du crocodile. Mais il le fait parce qu'on est sur un échange de bons procédés où chacun a à gagner à la présence de l'autre. Voire pour un objectif commun, le dauphin va collaborer avec le fou du Cap, qui est un oiseau qui a un bec très pointu. Et c'est l'idée qu'ensemble, ils vont réussir à chasser le hareng. Mais seuls, les dauphins n'arrivent pas à chasser le hareng. Ils peuvent les localiser, mais ils ne peuvent pas casser la boule de hareng parce que c'est ce qu'on appelle un super-organisme. Un banc de poissons, c'est hyper rigide quand c'est ensemble. Donc, tout seul, les dauphins, ils ne peuvent rien faire. Et les fous du Cap, tout seuls, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'arrivent pas à géolocaliser les bancs de hareng. Mais en alliant leurs forces, les deux y arrivent et ils partagent le butin. Et ça, c'est assez intéressant parce que les fous du Cap vont piquer dans l'eau avec leur bec aéroprofilé et ils risquent leur vie en faisant ça, alors qu'ils n'obtiennent rien. C'est-à-dire qu'ils ne pêchent pas comme ça. Ils le font pour aider le dauphin à s'emparer d'un hareng. Donc, les animaux sont prêts dans cette logique à risquer tout ce qu'ils ont dans la collaboration pour un objectif commun, au service de l'objectif commun. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal encore à avancer parce qu'on avance dans un objectif propre, dans une idée d'une course vers plus de parts de marché, plus de clients, plus de rentabilité, plus de profit. Mais du coup, forcément, les compétiteurs, ils sont obligés de courir tout aussi vite. Et du coup, on est une espèce de grosse machine et on court tous plus vite les uns que les autres. Or, si on regardait un petit peu de côté, parfois, on pourrait se dire qu'en étant ensemble sur un marché, sur une dynamique, et en s'alliant, on crée quelque chose de différent, un positionnement plus élargi, et on répond mieux aux besoins du client. On crée une fidélisation accentuée aussi parce qu'on a mieux répondu à son besoin, etc. Donc, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui pouvait avoir une symbolique très forte. Clairement. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment énormément marqué. Il y a un autre passage dont je t'avais parlé déjà, c'est vraiment celui qui personnellement m'a marqué le plus, c'est le gecko. Alors le gecko qui choisit de perdre sa queue en fait pour échapper aux prédateurs. Donc en quelque sorte, il accepte de lâcher prise pour survivre. Qu'est-ce qu'on devrait lâcher en fait dans nos organisations à ton avis pour passer réellement à un nouveau paradigme, à une nouvelle vision des choses? Alors, c'est une excellente question et je pense qu'elle doit se poser au niveau individuel avant de se poser au niveau organisationnel. On nous a appris qu'il ne fallait rien lâcher. C'est-à-dire qu'on vit dans des dynamiques où on ne lâche rien. Il y a même des entraîneurs, des coachs, des dirigeants qui ont ce motto-là de « on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien ». Et c'est signe de persévérance et c'est signe de dynamique contributive et vertueuse. Néanmoins, on a un vrai sujet autour du lâcher-prise aujourd'hui. C'est que le « on lâche rien », il n'est plus possible. On est sur une infobésité. Aujourd'hui, on ne sait même plus où donner de la tête. Ça veut dire que si vous êtes là aujourd'hui,
c'est certainement que vous avez fait le choix entre 10 000 sollicitations différentes, 10 000 activités différentes. Je suis sûre que vous n'auriez pas eu rien à faire entre le 18 et 19h30 ce soir. Donc, vous avez fait le choix de lâcher certaines choses. Simplement, comme on a beaucoup de mal avec la présence à soi et à l'ici et maintenant, parfois, on va être là et en même temps ailleurs. On va être éparpillé parce qu'on a du mal avec ce lâcher-prise. Il y a même un mot qui est un mot incroyable qui s'appelle FOMO. Ça veut dire Fear of Missing Out. C'est la peur de perdre des opportunités. Et les jeunes ont beaucoup ça avec les réseaux sociaux. C'est horrible de dire les jeunes parce que ça fait genre je suis passée de l'autre côté de la barrière. Alors que pas du tout, je me considère vraiment dans ce groupe-là. Mais comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux vraiment, j'ai moins ça et c'est un lien avec les réseaux sociaux. C'est cette peur de l'occasion manquée, c'est cette peur de l'opportunité manquée. Et comme on est dans une infobésité permanente, on est dans le toujours plus beaucoup. Et le lâcher-prise, il est essentiel. Et dans le vivant, le lâcher-prise, il va concerner effectivement ce lézard-là qui perd sa queue, mais plein d'autres. Le cyprès, par exemple, est un arbre qui relâche les gaz qui risquent de brûler en lui quand il sent l'incendie arriver. C'est-à-dire qu'il relâche tout ce qui peut brûler en lui, ce qui fait que le cyprès, il met 8 fois plus de temps que le pin à brûler. Et que quand il y a des incendies qui déciment des forêts entières d'arbres, elles ne déciment pas les cyprès parce qu'eux ne brûlent pas, parce qu'ils arrivent à se lâcher prise. Et ils ont un tapis de feuilles qui va contribuer aussi à les protéger avec leur humidité. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a l'EVA, qui est l'arbre à caoutchouc, qui va se reconstituer. Il peut se laisser entailler. Il ne va pas réagir. Il ne va pas avoir une attaque chimique comme d'autres arbres quand on les agresse. En revanche, il a cette capacité à se régénérer, à se réparer. Et moi, j'ai été très inspirée aussi par les écrits et par les propos de Bertrand Piccard sur ses voyages en montgolfière et cette capacité à ne garder que l'essentiel. Et je trouve qu'on a, à titre individuel, beaucoup à progresser sur l'idée de se recentrer sur ce qui est essentiel et parfois d'accepter, et c'est très complexe, qu'il y a des choses qui ne le sont pas et qui nous empêchent d'aller vers l'essentiel. Et cette capacité au lâcher-prise, c'est aussi à faire des choix, à trancher, à écouter aussi son intuition par rapport à ce qu'elle nous dit. Et ça aussi, le vivant nous apprend plein de choses sur ces sujets-là. Ouais, incroyable, vraiment. Et alors, autre chose qui est incroyable, c'est le fonctionnement altruiste de la forêt. Tu parles de ça aussi dans ton livre. Alors, comment ça marche, ce fonctionnement altruiste? Et pareil, comment on pourrait s'en inspirer, en fait? Alors, c'était l'idée, la stratégie du poulpe, l'idée était d'arriver vers des modèles plus vertueux. C'est-à-dire, le dernier chapitre est consacré à regarder les modèles vertueux qui existent, de circularité, de dons. On sait que rien n'engage plus un don que le don engage. Donc, le don, finalement, doit être une manière, finalement, de fonctionner dans nos organisations et on doit pouvoir y venir. C'est un principe anthropologique très fort, c'est que les entreprises les plus vertueuses sont telles qu'on peut donner à A et que parfois, on ne recevra pas de B. A donne à B, mais parfois, ce n'est pas B donne à A, c'est B donne à C et puis ensuite à D. On peut donner à quelqu'un d'autre parce qu'on a reçu. Et il y a quelque chose de très intéressant en neurosciences, c'est que si on est témoin d'un acte de générosité gratuit dans la rue, typiquement, on voit, alors je vais prendre un exemple simple, quelqu'un nous tient la porte du métro. Alors à Paris, alors je ne sais pas si à Strasbourg il y a un métro, mais à Paris il y a un métro et souvent on ne nous tient pas la porte. Et si on nous tient la porte, on se sent redevable, on a envie de tenir la porte au suivant. Essayez, moi ça marche à tous les coups sur moi, c'est si on me tient la porte, je me sens mal si je ne tiens pas la porte à celui d'après. Si on est témoin de quelque chose de généreux et de gratuit, on a envie de le dupliquer. C'est un principe de neurosciences, je vous prends l'exemple du métro qui est assez simple, mais un principe de neurosciences qu'on voit appliqué et applicable. Et le don, c'est pareil. Si on reçoit quelque chose de quelqu'un, l'idée, ce n'est pas de rendre de manière bilatérale, forcément, c'est de rendre à quelqu'un, peu importe à qui, parce que c'est comme ça qu'on va être sur un écosystème altruiste et vertueux. Et le vivant, c'est très, très bien le faire. Par exemple, dans le vivant, les blaireaux ou les tatous géants, ils vont creuser des terriers. Et les terriers sont très, très utiles à leur famille, à la famille des tatous ou des blaireaux. Sauf qu'ils ne sont pas utiles qu'à la famille des tatous et des blaireaux. Ils vont être utiles à tous leurs cousins,
Alors, ils ont des cousins un peu directs, le putois, la fouine, la martre, mais ils sont aussi des gens des individus qui n'ont absolument rien à voir avec leur famille. Les mulots, les renards, les lapins de Garenne et les terriers sont extrêmement utiles à tous ces individus-là aussi et ils peuvent en bénéficier gratuitement parce qu'eux rendent d'autres services à l'écosystème. Les renards rendent énormément de services à l'écosystème. D'ailleurs, c'est un vrai sujet sur son extinction et sa mise en danger parce que les écosystèmes sont protégés de manière écosystémique par toutes sortes d'individus. Et ça, je trouve que c'est un principe fabuleux qu'on a beaucoup de mal à mettre en place parce qu'on est encore dans de la rationalité sur ces principes-là un me rend un service, donc il faut que je le rende en retour et déjà s'il me rend un service, c'est déjà bien, en fait, on est déjà content de ce mécanisme-là. Donc on est sur des mécanismes très processés finalement par rapport à ce qu'on donne et par rapport à ce qu'on espère recevoir. Et du coup, l'écosystème vivant est quelque chose de très, très intéressant parce que les fourmis, les vers de terre vont rendre des services écosystémiques. Le corail, alors si on transpose la forêt dans une forêt sous-marine, les algues, le corail vont rendre énormément de services. Et typiquement, si on casse certaines barrières de corail, c'est des centaines et des centaines d'espèces qui disparaissent. C'est pour ça que c'est problématique pour l'écosystème parce qu'ils abritent plein d'écosystèmes différents, mais en se cassant, ils vont régénérer les sols qui vont contribuer à protéger le lagon, etc. etc. C'est dans la chaîne du vivant, les choses ont leur importance et puis une étape entraîne une autre étape, etc. Oui, c'est ça. En fait, tu mets vraiment le point aussi sur cette interconnexion en fait, entre toutes choses qui vivent et qu'on a en effet quelque peu oublié. Très bien. Absolument. Merci Emmanuel. J'ai une dernière question pour toi. Tu enseignes aussi dans des grandes écoles à Paris. Si tu n'avais qu'une chose à transmettre à ces jeunes générations, parce que tu es maman aussi, qu'est-ce que ce serait? Il y a peut-être une chose que j'aimerais transmettre, c'est la capacité à s'émerveiller. Je trouve que les enfants, on a l'impression qu'ils ont une mémoire qu'on appuie sur reset, ils se réémerveillent 1000 fois de suite de la même chose, du même livre, de la même chanson, du même mouvement. On a perdu beaucoup cette capacité à s'émerveiller. En neurosciences, on voit que c'est un problème, c'est-à-dire qu'on plafonne en termes de créativité parce qu'on ne s'émerveille plus adulte. Enfant, les recherches montrent qu'on était à 95% créatifs et à l'âge adulte, on trouve 1 à 2% d'adultes créatifs. Donc, il s'est passé quelque chose entre l'âge de l'enfance à 2 ans et après. Et surtout, on a perdu cette capacité à regarder les choses avec des yeux d'enfant. Et j'ai un peu, moi, cette capacité-là, c'est-à-dire que je peux rester 1 heure devant une toile d'araignée à regarder comment elle est faite, tellement c'est une prouesse géométrique incroyable. Je regarde les oiseaux tous les jours, tout le temps. Enfin, voilà, cette capacité à essayer de s'émerveiller de petites choses. Et c'est vrai que dans nos vies souvent urbaines, qui vont très, très vite, on perd de vue ça parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est du temps à ne rien faire, en fait, presque. Et je crois que dans cette vie où on dit tout le temps aux jeunes et aux enfants, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et moi, la première, ça doit être un mot que je répète en permanence. C'est vrai aussi de savoir pouvoir retrouver des yeux émerveillés sur des choses qui, en fait, sont complètement dingues. Le fil de l'araignée, il est 40 fois plus solide que le plus solide des aciers et en même temps tellement élastique que les chercheurs du monde entier regardent comment il est fait actuellement. Donc, la prochaine fois que vous en verrez une, peut-être vous penserez un tout petit peu à moi, mais voilà, c'est ça. C'est cette capacité à arriver à ne pas être blasé des choses, ne pas être cynique, ne pas être sceptique sur les choses. Voilà, juste regarder le vivant avec des yeux d'enfant. Chouette. Merci. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. OK. Notre deuxième invité est le dirigeant, je dirais, avant-gardiste de la société ED Institut, ici à Strasbourg. Il se considère comme un inspirateur de changement, inspirateur de micro-rêves aussi. Il est l'auteur de Le voyage inversé, de l'entreprise à la tribu. Et après un voyage d'1 an avec toute sa famille auprès des peuples racines autour du monde, il décide de transformer
radicalement son entreprise. Bonjour Philippe et bienvenue. Il est où? Je sais qu'il est là, mais... Voilà, c'était juste pour le micro. Bonjour Anthony. Bonjour Bonjour à Philippe. tous. Bonjour tout le monde. Ok, alors il y a des voyages, il y a des beaux voyages, il y a des voyages qui marquent, mais certains peuvent même changer une vie. C'est ce qui a été ton cas, Philippe. Quelles ont été tes principales prises de conscience, en fait, pendant cette année en tribu, on va dire? Oui, effectivement, c'était en 2007. On avait déjà une société qui était sur place depuis une vingtaine d'années et j'avais plus de sens à ce que je faisais. Donc, mais je ne savais pas comment faire différemment parce que j'avais pas, j'allais dire cette chance, mais c'est pas une chance. Parfois, c'est des événements un peu extérieurs, un peu difficiles. Ça peut être la perte d'un proche, un problème de santé, une crise financière grave. Et j'avais pas tout ça et la prise de conscience était là, mais pas suffisante pour emmener et inspirer les équipes. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est réaliser le rêve de mes 20 ans, de partir faire un tour du monde. Alors c'est vrai que j'avais créé quelques associations pour venir, je dirais, préserver les traditions ancestrales et les savoirs ancestraux de ces peuples racines qui sont quand même beaucoup chahutés. Et je suis allé donc à leur rencontre pendant une année, donc une année, je dirais, forcément de forêt, puisque là, on se reconnecte directement, on est dans la nature, hein, ce sont les hommes et les femmes de la nature, du dedans. Hein, eux, ils sont du dedans, donc c'est pour ça que des concepts comme chez nous, l'environnement ou le développement durable, pour eux, c'est pas compréhensible, parce qu'ils ne se sont jamais déconnectés de cette nature-là. Donc, on a passé un an en famille, donc c'est fabuleux parce qu'il y a justement le biomimétisme, là, il est vivant, on est dedans et c'est clair qu'après un an de cette expérience humaine extraordinaire et ce voyage intérieur, hein, finalement, parce que le voyage, je l'ai fait aussi à l'intérieur de moi, bien sûr, les rencontres étaient magnifiques. En revenant, quand j'ai poussé la porte du bureau, je leur ai dit, écoutez, j'ai plus de sens comme on a fait, j'ai envie de réfléchir et de penser différemment avec vous. Est-ce que vous êtes OK ou sinon je vous donne la clé et je vais autre part. Alors ils m'ont gardé et ils m'ont dit bah voilà, on a commencé à réfléchir et puis depuis 2007 on met tous les jours, hein, c'est un travail de tous les jours et ça s'arrêtera jamais. On part par, on a commencé à mettre en place des choses ensemble en coopérant, comme disait Emmanuel. Là j'ai adoré sa vision. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une organisation qui vit complètement différemment. Et là, si on va interviewer un coéquipier ou une coéquipière ici dans la seconde maison en mouvement, on appelle ça la seconde maison en mouvement, plus personne ne voudrait refaire un pas en arrière. Donc, on a cranté des petits pas. Et aujourd'hui, on vit avec plus de joie. On parlait de la joie, de l'émerveillement. Les peuples racines, quand ils viennent nous voir, ils sont fabuleux parce que ils nous mettent en lumière un peu les angles morts qu'on ne voit plus, hein, dans nos rétroviseurs. Et c'est ça qui est intéressant. Ils disent, mais vous n'avez pas de joie. On va visiter des entreprises et quand on ressent, ils disent, mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vivant là-dedans. Ils le ressentent, eux, tout ça. Et, et voilà, et moi, je suis allé chercher l'inspiration auprès de ces peuples-là et je continue et ça finit jamais parce que avec une association, on soutient ces peuples. On a un forum aussi des peuples racines qui a lieu tous les 2 ans à Strasbourg. Et puis, on va les voir. C'est tout le temps, c'est un contact quotidien, quoi. Et alors, en fait, quand tu es revenu de ce voyage-là, tu as commencé à tout changer, en effet, avec tes coéquipiers. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore, en tout cas, ce n'était pas du tout connu sous ces noms-là, entreprise libérée, l'organisation Opal, tout ça, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Tu as été vraiment pionnier là-dedans et comme tu dis, l'inspiration, elle est venue par les peuples racines parce qu'il n'y avait pas forcément de littérature encore. Mais qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui était la boussole pour toi de te dire, je ne suis pas à côté de la plaque, je le sens comme ça, c'est ça que je dois faire? Quand je suis revenu, c'était plus fort. Il y avait une vraie reconnexion avec la terre et je ne sais pas, ils m'ont peut-être livré quelque chose. Je suis revenu et peu de temps après, j'ai fait une conférence à Paris et une personne m'a dit, vous avez un chaman qui est derrière vous et qui prend soin de vous.
Alors, je n'avais pas du tout fait une conférence sur le chamanisme. C'était vraiment une conférence en entreprise et une personne m'a dit ça. Donc, je pense qu'ils m'ont vraiment donné quelque chose. Et aujourd'hui, le chemin, il est long, hein, comme je disais. Je ne sais plus ta question, là, j'avais en tête. Je voulais savoir, alors juste, Ah c'est la oui, deuxième fois déjà que je fais une interview. non, non, mais je reviens sur l'idée. Alors, on a démarré, nous, on ne s'est pas fait accompagner au départ jusqu'en 2013. À partir de 2013, on s'est fait accompagner sur la notion d'écoute vraie. Ça a été vraiment un déclencheur pour nous. Après, bien sûr, on a beaucoup travaillé sur la communication non violente, sur la facilitation et tout ça. Mais le point de départ aussi, c'était l'écoute. Et après, si tu veux, on a bien sûr commencé par la co-création de la vision et des valeurs, la notion de confiance, réellement se faire confiance, l'autonomie, enfin tout ce dont on a discuté avant, un peu comme les animaux, la coopération, la responsabilité, la liberté et le socle des valeurs. Et après, après 2013, quand on a la cerise sur le gâteau, démarré tout ce qui est sophro, yoga, massage, là, les médias se sont intéressés au sujet. Donc, ils venaient passer une journée chez nous. On leur parlait philosophie, fondement, et ils gardaient juste les massages. C'est tout ce qui sortait. Et je leur disais, non, ne faites surtout pas ça, parce que si une entreprise veut calquer ça et qu'elle démarre avec ça, elle est foutue. Donc, il y a vraiment des paliers à franchir et c'est beaucoup de temps. Donc, c'est surtout changer la relation au temps. Je pense que ça, c'est fondamental et ça, c'est vraiment un enseignement pour nous, des peuples racines. C'est de ne pas avoir peur de changer la relation au temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus sur un temps linéaire, mais on est sur un temps cyclique. Donc, nous, on a des cycles qui vivent ici. Le premier cycle, c'est le cycle de l'inspiration. Donc, nous, on considère que la vie, c'est un grand buffet. Donc, on offre tous les jours plein d'inspiration et tu prends la responsabilité d'aller te servir ou pas. Donc, inspiration, les micro-rêves, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, les micro-rêves, ça fait partie, c'est une source d'inspiration pour nous. Là, on va en séminaire jeudi, vendredi, c'est un moment d'inspiration, de lâcher prise, aucun ordre du jour, on passe 2 jours ensemble, on n'a aucun ordre du jour. Donc, on parlait avant du moment présent, du lâcher prise, et de prendre l'énergie du moment et du groupe et du collectif. Et le collectif va s'emparer de la chose. S'il y a un irritant qui est super important, on va le traiter. S'il y a une décision stratégique importante à prendre, elle va sortir. Donc, ça ne sert à rien de s'exciter. Donc, c'est le moment présent, c'est l'énergie du moment présent. Donc, après, il y a la notion de concertation collective. Donc, ça, pour moi, c'est important. Et plus la décision est stratégique, et plus elle doit être prise en collectif. Dans les organisations, malheureusement, c'est l'inverse. Plus la décision est stratégique et plus elle sera prise en petit comité. Nous, on a inversé la chose. On a un espace pirate pour un peu ritualiser nos prises de décision. On y va sans chaussures. Le fait d'y aller sans chaussures, c'est comme les peuples premiers. Ils y vont dans le noir. On y va sans chaussures. Ça permet un peu une voix, enfin, voilà, une personne, une voix, une place, et chacun a la même valeur de voix. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc inspiration, concertation collective, ritualisation, on peut passer à l'action. Mais on n'a plus besoin de passer 95% du temps dans le PCR, moi ce que j'appellerais le PCR, alors c'est d'actualité malheureusement, le process control reporting, mais on passe 55% du temps. Et après, on prend le temps de la célébration, bien sûr, on a beaucoup de célébrations ici, et on prend le temps de la respiration. Donc, si on ne fait pas ce cycle-là, on va être la tête dans le guidon constamment, dans ce que j'appelle le PCR, tête dans le guidon. On l'a cultivé 20 ans, hein, donc je sais de quoi je parle. Et on n'arrivera jamais à sortir, à donner du sens, à apporter de la joie, à apporter de l'émerveillement. On ne peut pas. Ça ne sera plus dans la philosophie. Et on ne travaille pas plus ou moins qu'avant, hein, mais on vit complètement différent. Non, mais clairement, alors moi j'ai visité Aider Institut quand j'ai rencontré Philippe et je vous confirme que c'est quelque chose qui se ressent. En fait, on ressent qu'on se sent bien chez toi. On se sent bien et forcément ça doit payer, c'est certain. Et, Les gens ils disent quand ils viennent, on a beaucoup de visites apprenantes entre guillemets, quasiment tous les jours. Hein, c'est aussi la notion d'ouverture pour s'enrichir, continuer à apprendre et s'enrichir. Et les gens disent 2 choses. Un, il y a une énergie assez incroyable ici de zénitude. Ils se sentent sereins.
On a un plateau d'appels téléphoniques, comme notre métier de base, c'est l'étude marketing. On a 20 personnes qui sont sur le plateau, zéro turnover, contre 30% pour la profession, mais parce qu'ils sont en sérénité. Quand une personne est sereine, qu'elle est en coopération, bah, elle n'a pas envie de partir. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que les gens nous disent, finalement, quand je regarde, vous avez plus d'espace de non-travail, entre guillemets. Mais chez nous, il n'y a plus de différence entre travail et plaisir, quoi. Donc, ils disent, mais vous avez plus de surface. Alors, c'est vrai qu'on a l'espace pirate, on a l'espace zen, on a l'espace saveur, on a plein d'espaces, effectivement, où on ne bosse pas forcément, mais si. Parce qu'en espace saveur, le rituel du café le matin, bah, c'est là où on prend 80% des décisions. Donc, c'est aussi un lieu de travail, mais on le vit différemment. C'est ça. Clairement. Moi, ce que j'entends beaucoup quand tu parles, et même quand j'ai été chez toi, c'est que les choses se font naturellement. En fait, il n'y a plus cette force extérieure pour prendre des décisions, pour faire avancer les choses. Ça se fait naturellement. Alors, tu as raison. Je pense que là où on a, mais c'est jamais gagné, mais où on a réussi quelque chose, c'est quand la prise d'initiative se fait toute seule et ça veut dire que tu n'es plus, moi je ne suis plus informé, Dieu merci, heureusement, de toutes les prises d'initiative que nous avons. Donc, ça veut dire que les gens vont se servir au buffet, mais proposent aussi et servent le buffet. Et à partir de là, bah, c'est gagné parce que ça veut dire que tu as une motivation intrinsèque chez les gens et tu as une envie d'eux. Et à partir du moment où tu as l'envie d'eux, bah, tu autorises tout. Le droit à l'erreur, mais la responsabilité va avec, l'autonomie va avec, la confiance va avec. Et la confiance, c'est super, super important. On fait aussi un rituel annuel où on mesure l'incarnation des valeurs par les coéquipiers. Donc, c'est un 360 un peu particulier. Là, je suis en conversation avec chacun individuellement, une conversation d'1 heure. Bon, on n'est que 35 personnes, donc ça va. Mais c'est fabuleux parce qu'on a une incarnation aujourd'hui des valeurs qui est top, quoi. Et donc, forcément, c'est des valeurs qu'on a co-construites, qui sont incarnées, qui sont vivantes. Donc, forcément, l'engagement, bah, il est au top, quoi. Donc, moi, je suis serein. Moi, je suis le gardien de la vision. Je suis un peu provocateur de micro, mais je suis serein parce que bah, chacun fait le maximum et donne le maximum en essayant de coopérer. Donc, je suis un homme heureux, quoi. Génial. Et alors, les micro-rêves, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ça? Bah, le micro-rêve, c'est simple. Il y a un micro-rêve collectif annuellement. Là, on va le décider en séminaire jeudi, vendredi. C'est un projet hors métier, surtout hors métier, ça c'est la base, dont on ne s'est jamais pris le temps d'aller au bout. C'est un micro-rêve. Et on ne s'est jamais pris le temps. Et bien là, cette année, on va se prendre le temps. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais micro-rêve de 2013, espace zen. L'année suivante, massage. Le problème, c'est que dans l'espace zen, il a fallu 2 ans pour que les gens s'autorisent à y aller. Donc, je devais montrer l'exemplarité. Donc, j'ai passé 2 ans en espace zen, hein, quand même, il faut le dire. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. 2017, autre micro-rêve, mais ça, c'est organiser un TEDx. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le TEDx, c'est quand même des 12 speakers, tu as 500 personnes, c'est un sacré boulot, quoi, hein. Et ben, l'équipe, on a monté le premier TEDx en 2017 à Strasbourg. C'est une aventure humaine, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Il y en a qui sont montés en coaching, des speakers, mais qui sont sortis de leur zone de confort. Enfin, c'était une expérience fabuleuse. Et là, je ne sais pas, celui qui va naître en fin de semaine, c'est ça aussi la surprise, c'est le lâcher-prise total, quoi. Mais lâcher-prise total, ça ne veut pas dire que la vision, on a le cap de la vision. On a les balises, ce sont les valeurs pour nous. On a un cadre qui est clairement partagé, hein. Alors, au début, on appelait ça entreprise libérée, mais il y a une mauvaise presse de cette image-là. Après, peu importe comment on l'appelle. Pour moi, l'important, c'est la qualité du bien qu'on a pu aujourd'hui avoir. Et c'est ça le plus important. Ouais, c'est vraiment. Moi, je suis très admirative. C'est extraordinaire ce que tu as fait parce que. Je n'ai pas fait tout seul, hein. Bien sûr, oui. Et puis, oui, et cette humilité d'ailleurs que tu as, c'est certainement une des bases qui ont fait que ça a si bien marché. C'est une de nos valeurs, hein, donc. Ouais, ouais. Et puis, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que, OK, toi, tu as fait ce voyage intérieur, tu l'as amené, vous avez fait un voyage collectif aussi, ensuite, en transformant l'entreprise. Mais chaque personne, en fait, a évolué, chaque personne a changé. Tout à fait. Complètement, complètement. Ouais. Complètement. On a grandi ensemble et tout le monde.
Et c'est ça qui est important parce que souvent, moi, je vois, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans ce sens et souvent, ça reste et ça descend pas, quoi. Et si ça diffuse pas, bah, ça peut pas tenir, c'est pas pérenne. Donc, il faut diffuser, mais jusqu'en bas, entre guillemets. Donc, c'est l'inclusion, c'est le cercle. Les peuples racines, c'est la notion de cercle. Hein. Tu laisses personne de côté, quoi. Oui, clairement. Ok, dernière question, Philippe. Si tu avais qu'une suggestion à faire à des personnes qui veulent aller vers cette entreprise-là, on va dire l'entreprise de demain, peu importe le nom hein, qu'on donne, c'est quelle suggestion? Bah, le premier travail, c'est sur soi, c'est de faire ce premier travail. Et après, de dire que c'est une aventure tellement extraordinaire qu'il faut expérimenter des petites choses, même si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière, c'est pas grave, mais on expérimente, on essaye avec, mais c'est pas facile, hein, avec un certain lâcher-prise. Et je sais que beaucoup d'organisations encore s'accrochent beaucoup trop aux résultats. Et non, il faut faire l'inverse, quoi, justement. Et ça ne veut pas dire lâcher le résultat, hein, parce que souvent c'est mal interprété. Et de ne pas se fixer, parce que les barrières, c'est souvent nous-mêmes qui nous les fixons. Donc d'essayer de faire sauter ses propres verrous et puis d'aller au bout de ses rêves, tout simplement. Et en entreprise, c'est aussi possible de rêver collectivement. C'est possible. C'est possible. Mais c'est très long. Il faut beaucoup de patience. Patience, patience. Ça, c'est la règle d'or. Hein. Parce que, comme j'ai dit, nous, on a démarré en 2007. Les premiers prémices, c'était 2013. Hein. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais je pense une vie ne suffira pas, mais ça en vaut la chandelle. Super. Merci beaucoup, Philippe. Et entre Merci. nous, moi, tu m'as beaucoup inspiré sur la patience, justement, qui est mon axe d'évolution personnelle. Donc, je pense régulièrement à toi. Et merci à toute l'équipe hein, pour votre belle intention. Là. Merci beaucoup. Bon, on arrive aux dernières invitées, et ce n'est pas une dernière, mais deux dernières. Étudiantes en école de commerce, c'est les fondatrices du projet Make It Work. Elles sont des exploratrices, on va dire, du futur du futur du travail. Pour moi, en quelque sorte, elles sont aussi les porte-paroles de toutes ces nouvelles générations dans le monde du travail. Et dès les premières expériences qu'elles ont eues en entreprise, elles ont eu envie d'aller voir s'il n'était pas possible en fait de faire autrement, de travailler autrement. Elles sont alors parties, elles aussi, en voyage à la rencontre d'entreprises pionnières. Bonjour Juliette et bonjour Ise. Bonjour Antonella. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ou on peut peut-être dire aussi choqué, dans vos premières expériences au travail, en entreprise? Pas mal de choses. En fait, déjà, ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'on avait un regard très neuf, forcément, parce que c'était vraiment nos premières expériences. Et je pense qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Moi, je pense qu'à titre personnel, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le manque de flexibilité. Je trouve des structures très rigides. En plus, quand on a fait nos premières expériences professionnelles, il n'y avait pas le télétravail, ça n'existait pas. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me demandait d'allouer tout mon temps à l'entreprise sans aucune flexibilité, en fait. Et j'avais l'impression que ça allait surtout dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà. Et j'avais l'impression aussi, deuxième chose, qu'on appliquait bêtement, en fait, des principes qu'on avait depuis quelques temps, hein, un peu moins d'un siècle, voilà. Mais qu'on les appliquait, en fait, qu'on les répliquait sans savoir pourquoi on continuait à le faire, en fait, sans se poser les questions. Voilà. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et je rajouterais aussi un peu le manque de sens. Du coup, on a fait nos stages dans des startups et aussi dans des grands groupes. Et il y avait un peu ce manque de sens. Parfois, on était la tête dans le guidon, on travaillait, mais personne n'était bien sûr de là où on allait et pourquoi on le faisait. Donc ça nous a assez marqué. On en parlait beaucoup avec Ise parce qu'on avait 1 an de stage obligatoire. Donc on parlait beaucoup de nos expériences, de notre ressenti sur le monde du travail. Et la question qu'on se posait, c'était mais en fait, est-ce que c'est comme ça que ça doit être? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui tentent autre chose? Et pourquoi en fait? Pourquoi on a des journées de 8 heures, 10 heures, 12 heures?
pourquoi on est tous obligés d'aller au bureau en même temps, pourquoi quand on n'a pas de travail, on doit quand même faire semblant de travailler. Et donc, de là est née l'idée de Make It Work, d'aller découvrir ces entreprises qui travaillaient différemment. Donc, c'était assez large au départ. Et aussi, le but, c'était d'en parler autour de nous, parce qu'au même moment, on avait beaucoup d'amis qui faisaient un peu le même constat que nous. Et donc, de dire que c'était possible de travailler autrement et qu'on n'était pas juste des extraterrestres, de vouloir plus que juste ce qu'on nous offrait. Et donc, vous êtes parti à la rencontre de ces entreprises pionnières que vous avez trouvées sur Internet. Vous m'aviez expliqué, vous tapiez futur du travail. Et donc, vous êtes tombé sur des innovateurs comme Philippe, par exemple. Exactement, oui. Et donc, Juliette, peut-être d'abord, parmi toutes ces entreprises que vous avez visitées, laquelle, toi, personnellement, t'as le plus marqué et pourquoi? Oui, alors c'est marrant parce que je suis retournée au Brésil, juste là, je viens de rentrer, et donc je les ai revus il n'y a pas longtemps. Et donc, cette entreprise s'appelle Dobra. C'est une entreprise qu'on a trouvée au Brésil, dans une ville qui s'appelle Monténégro, à côté de Porto Alegre. Donc voilà, pour vous dire qu'il y en a partout de ces entreprises-là. Et cette entreprise vend des porte-monnaies et des chaussures en matière recyclée. Et eux, en fait, le but, c'était de travailler comme des amis au bar. Donc, avoir cette proximité les uns avec les autres et aussi d'avoir cette égalité parfaite entre tous les membres de l'entreprise. Donc, qu'il n'y ait pas de manager, qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Et donc, pour ça, ils avaient utilisé une figure assez forte en tant que CEO de la boîte. C'était un chien. Donc, il y avait des photos de ce chien partout dans la boîte. Et même quand on contactait le service client, c'était au chien, à Batman qu'on parlait, et non pas à une personne. Voilà, c'était contacter Batman si vous voulez discuter avec nous. Donc ça nous avait marqué à la fois pour le symbole et à la fois aussi parce que quand on est arrivé, on en parlait tout à l'heure, on se sentait directement comme avec des amis finalement. Et il y avait une proximité avec tous les membres de l'entreprise qu'on a ressenti d'un coup. Et juste de voir que ça s'incarnait parfaitement à la fois à travers leur communication, à la fois à travers tous les membres, à la fois même à travers le produit qu'ils vendaient. C'était la première fois qu'on se disait waouh, en fait, on peut aller repousser les limites de ce qu'on pensait possible à chaque fois, en fait, finalement. Et puis même au Brésil, dans une ville dont personne n'a jamais entendu parler, voilà, ces principes s'appliquaient aussi. Et donc, je pense que celle-là, c'est une des premières qui m'a marquée. Merci. Et alors toi, Ise, une autre qui t'a marqué, pourquoi? Alors du coup, oui, je rejoins tellement Juliette sur Dobra. En plus, ce qui était cool, c'est que tu as pu avoir aussi un peu 2 ans après. des nouvelles 2 ans après pour savoir comment le modèle avait évolué. Donc, c'est super intéressant. Alors moi, j'en ai vraiment pas mal qui nous ont beaucoup marqué. Là, moi, je suis en train de regarder les rushs pour faire une prochaine vidéo sur une entreprise allemande qui s'appelle Vigvam. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est une entreprise de conseil en communication, on va dire classique. Alors, bien sûr, eux, ils sont orientés vraiment ONG, parti politique vert, voilà, des choses comme ça. Mais ça restait une entreprise, on va dire, classique. Et en fait, à un moment, ils ont eu une sorte de... Ils se sont dit, en fait, ils travaillaient déjà un peu différemment. C'était très, très collectif, très collégial. Ils prenaient des grandes décisions tous ensemble. Et ils se sont dit, en fait, on est une entreprise avec une structure juridique qui est classique. On a les CEO. Et en fait, ça ne correspond pas avec la manière de laquelle on travaille. Du coup, ils ont essayé, je ne sais plus quand c'était, je pense que c'était après 4-5 ans, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une structure juridique qui fait sens avec ce qu'on fait, que notre aventure un peu collective. Et du coup, ils sont passés d'une GmbH, du coup, je pense que Antonella, tu dois connaître, à une coopérative. Et en fait, c'était assez intéressant de voir que voilà, ils avaient essayé de trouver quelque chose qui matchait un peu leur organisation. Et la deuxième pratique était super intéressante, que les membres du coup, de la coopérative nous avaient raconté. C'était que, en fait, eux, au lieu d'avoir des CEO un peu fixes, ils avaient en fait une sorte de management board, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui est renouvelé tous les 2 ans. Et dans ce management board, en fait, il y a des décisions qui sont pas prises en collectif, même si souvent elles sont soumises, donc ils ont quand même des prérogatives un peu plus importantes que l'ensemble du collectif. Mais en fait, ils sont élus. Ça, c'était assez intéressant parce que ça permettait, en fait, alors, il y a 2 choses, c'est vu qu'ils sont élus,
en fait, n'importe qui peut se porter candidat. Et ce n'est pas que des gens qui sont là depuis super longtemps, qui évoluent, on va dire, entre guillemets, naturellement vers la position de CEO, de manager senior. Et donc, ouais, tout le monde pouvait se présenter. Et il y avait aussi le fait que ce soit changé tous les 2 ans. Tout le monde n'est pas obligé de changer, mais les gens qui veulent changer peuvent changer. Ça donnait aussi aux gens qui ne voulaient plus avoir un peu des fonctions de dirigeants, de leur dire, ils pouvaient se dire, OK, j'arrête. Donc ça, c'était intéressant. Et peut-être la troisième chose intéressante par rapport à ça, c'est qu'ils n'étaient pas plus payés. Donc en fait, je pense que leur travail était un peu aménagé, mais ce n'est pas plus payé. Donc les gens le faisaient en fait vraiment parce qu'ils aimaient bien la chose commune, le collectif. Et donc voilà, on avait trouvé ça super intéressant et c'était assez novateur comme pratique. Et on ne l'a pas revu dans beaucoup d'entreprises. Donc voilà, un peu un board qui tourne, qui change. Donc voilà, moi, ça serait un peu l'exemple. Ouais, c'est intéressant en effet. Et alors, par contre, donc elles sont toutes en effet différentes, hein, on le répète souvent, il n'y a pas vraiment de méthode, c'est l'inspiration de la personne en fait, et des personnes qui va ouvrir le chemin juste, entre guillemets, le bon chemin qui correspond. Mais quand même, il y a des grands principes phares, on peut dire, et quels sont ces principes que vous avez vraiment retrouvés partout? Je pense qu'un des principes qui guide la plupart de ces entreprises, c'est l'autonomie, de dire qu'en fait, chaque membre est autonome et capable de prendre des décisions. Peut-être pas toutes les décisions à tous les niveaux, mais est capable de prendre des décisions. Et souvent, ce principe-là guide beaucoup d'entreprises à la fois dans leur création ou alors dans leur transformation. De dire, en fait, on est trop brimé alors qu'on est des êtres autonomes. Dans notre vie de tous les jours, on prend des décisions. Donc, il faudrait appliquer ça aussi au sein de l'entreprise. Ça, c'est un des grands principes qu'on a retrouvé dans toutes les entreprises qu'on a visitées. Et il y a une question de sens aussi qui revient. C'est-à-dire que quand on parle d'autonomie, on parle aussi de pourquoi est-ce qu'on fait cette aventure collective qui est l'entreprise. Et ça, je pense que c'est une des premières prérogatives de chaque entreprise qu'on a visitée. C'est en fait, qu'est-ce qu'on vous propose au travers de ce collectif qui est notre entreprise. Et donc, on parle souvent de raison d'être en France ou de purpose. Mais c'est très important pour ces entreprises-là d'être alignées sur le pourquoi. Moi, j'ai ces 2 grands principes. Je suis complètement d'accord. Vraiment, je pense que c'est des choses qu'on a vraiment vues un peu de manière vraiment commune sur toutes les entreprises qu'on a visitées. Moi, je rajouterais peut-être le fait aussi du respect du vivant. Enfin, on en parlait tout à l'heure aussi un peu en groupe, du respect du vivant et en fait des êtres humains, chaque être humain en tant que tel. C'est un respect qui n'est pas juste écrit sur des affiches. C'est vraiment, nous, toutes les entreprises qu'on a vues, c'est le respect de la vie privée. Il ne faut pas se cacher au travail, on n'est pas quelqu'un d'autre. C'était souvent ça. Tu parlais de bras, c'était vraiment ça. C'était les gens étaient vraiment, ça avait été fondé par 2 frères et un cousin, donc c'était des gens qui étaient vraiment dans le côté personnel. Pareil, on avait visité une entreprise aux Pays-Bas, c'est une entreprise de conseil. Et eux, il y avait un véritable respect de l'individu parce qu'ils pouvaient travailler quand ils voulaient. Mais vraiment, quand ils voulaient, il y a des gens qui travaillaient 4 jours par semaine parce que c'était bon pour leur équilibre. Et donc voilà, moi, je dirais vraiment le respect de la vie privée, de l'individu et l'unité entre la personne professionnelle et la personne... Ouais. Le droit d'être qui on est vraiment au travail. Hein. C'est ça que vous m'aviez dit. Je me souviens de ça. Et autre chose que vous m'aviez dit aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est que la pyramide, comme vous l'avez découverte, la pyramide hiérarchique, pour vous, en fait, c'est comme si la valeur des gens n'était pas la même à tous les niveaux. Un peu ce qu'évoquait aussi Philippe tout à l'heure. Totalement. Ouais, ça nous avait pas mal marqué. Ouais. Parce que du coup, on était stagiaires, donc on était vraiment au bas de la pyramide. Je pense qu'on remarque moins quand on commence à monter, mais quand on est au bas, oui, on avait bien remarqué qu'on était traités différemment. Et c'est vrai qu'il y a un principe d'égalité très fort aussi dans ces boîtes-là, qui est très important. Le respect, l'égalité, c'est des choses qui sont acquises en fait là-bas. Ok, alors dernière question aussi pour vous deux. Vous êtes vraiment des jeunes femmes très engagées. Là, on n'a pas le temps de parler de tout, mais pour vous, en effet, le son, c'est très important. Ise, tu es aussi sur un autre projet Community qui est très intéressant. Tu peux peut-être dire 2-3 mots. Mais globalement,
pour vous, quelles sont vraiment vos attentes en fait pour une entreprise aujourd'hui? C'est quoi vos aspirations personnelles, mais pour le monde aussi? Grosse question. Essentiel là. Pour le monde. Pour finir. Ouais, c'est une question assez vaste que je me suis posée moi parce que du coup je suis rentrée sur le monde du travail, voilà, très récemment. Et je pense que un des grands principes, moi, qui était non négociable, c'était le principe d'autonomie et de respect que j'ai actuellement dans mon équipe. Vraiment, je suis très contente de là où je suis. Mais c'est vraiment un principe qui m'a guidée. Et je pense que c'est assez difficile de savoir dans une entreprise si ça va être le cas ou pas. Donc, il y a beaucoup de communications qui sont faites sur ces sujets-là de manière assez enjolivée, je pense. Et donc, moi, je l'ai beaucoup ressenti dans les entretiens que j'ai passés, qui sont aussi utiles pour le candidat finalement, parce que c'est là où c'est le premier pied qu'on met dans l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et oui, voilà, l'autonomie, le respect, c'est vraiment, ça passe par beaucoup de choses, mais c'était vraiment deux grands principes qui me guidaient pour trouver l'entreprise dans laquelle j'aurais envie de travailler tous les jours pendant la plupart de mes journées. Donc voilà. Pour le monde, déjà pas de guerre, ce serait bien. Mais ouais, peut-être Isée, tu veux parler de projet. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense que c'est des questions qu'on s'est forcément posées en sortant d'école, parce qu'on a eu notre diplôme il y a à peu près 9 mois, à peu près ça. Donc, symboliquement, voilà. Et je pense on se posait beaucoup de questions parce que, comme tu disais, on était très engagés parce que aussi, tout ce qu'on avait vu, on ne pouvait pas ne plus le voir. En fait, c'était pas possible pour nous d'aller faire déjà un travail qui n'avait pas de sens parce qu'il y a quand même, quand on sort d'école de commerce, sans être caricatural, il y a des boulots qui n'ont pas de sens. Et de le faire dans une entreprise qui traitait mal ses salariés ou sans les traiter mal, les traitait pas de la manière la plus optimale. Et du coup, c'est des questions qu'on s'est posées. Moi, je me suis tournée vers la voie de l'entrepreneuriat. Donc là, aujourd'hui, je développe un projet, donc c'est à peu près 9 mois, pour remettre du partage dans la ville et pour créer des habitats partagés à destination des publics vulnérables comme les familles monoparentales, les seniors ou tout simplement les adultes seuls. Et en fait, moi, ce qui me motive dans mon travail, et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans une autre entreprise, c'est de sentir que ce que je fais a un impact. Donc, de me dire, voilà, même si c'est un mini impact le jour enfin voilà, sur tous les jours, au moins il y a un impact, au moins je contribue à quelque chose de bien, j'ai pas trop d'extériorités négatives, même si on en a forcément. Deuxièmement, comme Juliette, moi c'est le côté autonomie, et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'on soit un peu livré à nous-mêmes. Donc voilà, puis peut-être un peu les attentes plus générales, moi je trouve que les entreprises en général doivent avoir un effet positif, enfin, si ce n'est un peu neutre, ou ne serait-ce que positif sur le monde. C'est très bateau, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et je pense que il faut vraiment réaligner le profit à la limite et toutes les externalités positives parce qu'on est dans une époque où on n'a pas trop le choix, quoi. Donc voilà. Clairement, on n'a pas trop le choix. Merci beaucoup à vous deux, à Philippe, à Emmanuel. Waouh, il y a de l'inspiration, je crois quand même. Alors, il est déjà 7h22. Place à des questions que je vous invite à écrire dans le chat. Ou sinon, si on ne parle pas tous en même temps, on peut aussi enlever le micro et poser la question. On n'est pas si nombreux, on peut le faire aussi. Pas de questions? Si, moi, je veux bien commencer les questionnements. J'ai toujours plein de questions. Vous avez été... merci déjà pour tous vos témoignages. Effectivement, c'est extrêmement inspirant. Une question sur la notion d'égalité. Je trouve que c'est toujours compliqué, l'égalité, par rapport à la notion d'équité aussi. C'est quoi être d'égal à égal? Emmanuel parlait des personnes qui se comparent. J'ai pas une question vraiment très précise, mais j'aimerais bien réentendre sur cette notion d'égalité parce que finalement, l'égalité pure et dure, on est tous au même salaire ou on a tous les mêmes jalons de reconnaissance. Des fois, ça correspond pas aux mêmes attentes des gens. Donc, il y a des gens qui vont attendre un meilleur salaire, d'autres vont attendre, je sais pas moi, des formations, de la reconnaissance autre. Enfin, voilà. Donc, j'aimerais bien vous entendre les uns les autres sur cette notion d'égalité et de reconnaissance
au gré des personnes qui composent l'organisme, en fait. Merci. Ouais. Je vais te répondre à ça. Est-ce que je me lance, du coup, Allez. peut-être? Alors, j'avais plus en tête la notion d'équité, que du coup, on partait de la notion d'équité avec l'exemple du vivant, que le vivant est sensible à l'équité, c'est-à-dire est sensible à un traitement équivalent. Alors, pour les corbeaux, c'est une même récompense, pour les chiens aussi. Pour nous, les humains, comme on est des homo sapiens avec un cerveau un peu développé, ben, on est capable effectivement de mesurer la chose, c'est-à-dire de se dire que peut-être dans certains cas, ben, il va recevoir plus, mais je recevrai de manière différée parce qu'on est capable d'attendre la récompense. C'est-à-dire on a le circuit de la récompense dans notre cerveau qui nous fait espérer la cacahuète, hein, quand même. La cacahuète, c'est le plaisir, l'accomplissement, le développement, etc., etc. Mais en même temps, on est capable de la différer, cette récompense, donc de l'avoir un petit peu plus tard. Néanmoins, on va quand même être très sensible au fait d'avoir des récompenses à hauteur de l'investissement que je pense avoir mis dans l'action. Ça ne veut pas dire que je veux exactement la même récompense que Simone, Jean-Michel ou Édouard, mais ça veut dire que si j'estime que je me suis investi, il faut qu'en face, il y ait la récompense à la hauteur de l'investissement que j'estime avoir mis. Le compliqué, c'est que je répète le mot estime, 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 et que c'est très subjectif, c'est-à-dire que c'est moi qui l'estime en tant que personne, avec mon propre référentiel, mes propres paradigmes, ma propre vision du monde, qui ne correspond pas forcément à l'organisation que j'ai en face de moi. Et c'est toute la différence entre égalité et équité. L'équité, ce n'est pas l'idée de l'égalité, hein. Donc, on n'est pas dans cette notion-là. Néanmoins, on est dans cette idée que dans mon esprit, la balance effort fourni versus récompense est OK. Et j'aime bien avoir cette idée de OK, pas OK, hein, parce que, en analyse transactionnelle, dans l'idée il y a des choses qui sont OK, d'autres choses qui ne sont pas OK. Hein, et si j'estime que c'est OK, c'est bon. Si j'estime que c'est pas OK, je vais développer des mécanismes compensatoires où du coup, je vais essayer de récupérer ce que j'estime être mon investissement différemment. Peut-être juste un petit mot sur l'expérience qu'on a, nous. Donc, nous, on a fait la transparence des salaires il y a 5 ans et on a misé sur une co-responsabilité. Et c'est assez étonnant. On avait quelques craintes, hein, mais c'est un peu ce qui nous manquait encore, cette étape-là. Et aujourd'hui, il y a aussi une réflexion et une co-réflexion sur un atelier de savoir quels étaient réellement les ingrédients de la répartition. Donc ça a été co-construit et pensé avec les équipes. Nous, on est aussi très libre sur les horaires. Donc, on respecte beaucoup les phases de vie. Lionel, il vient de racheter une maison. Donc, on sait, voilà, Carole, il faut qu'elle monte sur son cheval parce qu'elle fait championnat de France. Donc, c'est important que tous les jours, elle arrive à monter sur son cheval. Donc, on est avec les micro-rêves aussi, on partage des choses. Basile, il aime bien les reptiles, il en a un. Donc, il faut. Enfin, voilà. Donc, on a aussi une connaissance assez intime, mais ceux qui veulent, hein, on n'est pas obligé de partager sa vie privée, mais ceux qui veulent. Donc, on se connaît bien et on respecte aussi les phases de vie de chacun en termes d'engagement. Et aujourd'hui, on a une prime qui est collective sur le résultat, donc qui est répartie équitablement sur les 35 personnes, qui est divisée par 35. Ça, c'est assez simple. Et on a un autre portefeuille qui est décidé par le collectif. Donc, chacun connaît le salaire de chacun et va dire, voilà, cette année, on a 25 000 euros parce qu'on a fait une belle année, ou 35 000 euros, on va les répartir comme ça. Et ce qui se passe, même si on n'a pas une grande différence des salaires, en général, il y a une espèce de solidarité vers le bas et on remonte vers le haut. Et pour dire que finalement, Emmanuel, vous disiez que dans la nature, il y a une altérité qui est très forte et une coopération qui est très forte. Et moi, je remarque aussi que chez l'humain, il y a une altérité pour son prochain qui est très forte aussi, naturellement. Merci. Pour ajouter un peu
à travers les entreprises qu'on a vues. Donc oui, donc chez Dobra, ils parlaient d'égalité justement et c'était un des grands principes. Et donc, ça s'appliquait aussi dans les salaires. Ils étaient tous payés pareil. Et donc, 2 ans plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir aller les voir encore une fois. Et donc, ce principe d'équité dont on vient de parler aussi était présent chez les salariés auxquels j'ai pu parler, qui m'ont dit qu'ils étaient partis justement parce que ce principe d'égalité, ça ne leur convenait pas et qu'il y avait un manque d'équité, effectivement. Et du coup, ils ne se sentaient pas forcément valorisés à travers tout l'apport qu'ils avaient mis dans l'entreprise au travers de ce principe parfait d'égalité sur les salaires. Bon, c'était sur les salaires, mais ça s'appliquait aussi sur beaucoup de choses, sur l'investissement. Voilà, chacun pouvait s'investir autant qu'il le souhaitait et ils étaient tous payés pareil finalement. Donc on revient aussi à cette différence entre l'égalité et l'équité. Mais on a vu des entreprises qui valorisaient plus l'équité au niveau des salaires, encore une fois. Et donc, ça se reflétait aussi sur le choix de son salaire. Donc, comment ça fonctionne? Je pense à l'entreprise de Rookie Mind. Donc, eux, ce qui se passait, c'est que tout était transparent, l'information était transparente et chacun des employés pouvait choisir son salaire. Donc, ils faisaient une proposition qui était après validée ou non. Donc, un avis était donné par une commission. Je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais on peut appeler ça comme ça. Et à la fin, donc cette commission donnait un avis, soit positif, soit négatif. L'employé était libre de le suivre ou non et de choisir son salaire en fonction de cet avis qui était donné. Donc voilà, là, on voit plus un principe d'équité. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je trouve que c'est un très bon exemple et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que Philippe et Emmanuel viennent de dire, à la fois Philippe dans ton expérience et Emmanuel sur le côté, en fait, ce qu'on donne, on a aussi envie que ça soit un peu ce qu'on reçoit aussi, une forme de voilà, être à la hauteur d'eux. Donc voilà, je trouve que voilà, tous les trois discours vont très bien ensemble. Moi, j'ai l'impression, pour conclure sur ce point, que cette histoire de l'égalité ou aussi plus aucune règle, plus aucun cadre, c'est un peu tout ce qui a donné la mauvaise presse justement à l'entreprise libérée parce que c'est des mauvaises compréhensions en fait. C'est pas on passe du tout au tout. C'est un peu comme quand, oui, on était passé d'un extrême à l'autre alors que là, la question c'est plus si on s'inspire justement du vivant, dans le vivant, il y a un équilibre entre toutes ces choses-là. Et ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est plutôt et. Yann? Oui, merci beaucoup pour ces partages en tout cas. J'avais juste une question. Est-ce que tous les quatre, même plus, est-ce que vous voyez vraiment ce type d'entreprise en train d'essaimer ou est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière avec des entreprises qui reprennent les modes de fonctionnement command and control habituels, sachant qu'on vit des crises aussi environnementales, on vit des crises diplomatiques. Je pense qu'il y a vraiment une accélération là, ces derniers temps. On accompagne pas mal, on est dans pas mal de cercles aussi. On pense qu'il y a vraiment une accélération qui est très forte. Je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue a vraiment accéléré. Il y a une étude qui le prouve. Hein. Ceux qui étaient déjà en chemin le sont encore beaucoup plus et ceux qui ne l'étaient pas le sont encore beaucoup moins. Donc bon, c'est peut-être pas une réponse, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une accélération dans le sens où la nouvelle génération, on l'a encore vu là, qui recherche du sens. Et merci à vous pour ça. Je suis en école de commerce, j'avais encore des étudiants qui étaient là et vraiment, ils vont changer. Hein. Moi, j'ai un fiston qui est maintenant aussi sur le marché du travail et il m'a dit, ouais, papa, il me propose un CDI, mais ça ne m'intéresse pas, je vais prendre un CDD, je vais voir vraiment leur projet, je vais le tester pendant 8 mois et je vais voir s'il y a vraiment du sens et du fond, quoi. Voilà, donc à l'époque, on n'hésitait pas, c'était le CDI, c'était clair. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement. L'information n'est plus un enjeu de pouvoir aussi. La digitalisation, l'information, elle est partagée, ça va vite, de plus en plus vite. Et je pense que l'organisation qui aujourd'hui n'a pas pris le train ou le chemin, je pense, et je ne sais pas si vous avez vu Accenture, hein, l'année dernière, c'est 25%
c'est la grande démission, hein. Un turnover de 25%. Si moi j'ai un turnover ici de 25%, mais ça veut dire que je suis concentré sur l'extérieur, je suis plus du tout à l'écoute ici en interne, et je vais former, je vais perdre du temps entre guillemets. Donc l'attractivité sera plus là. Et je pense que ces organisations ont des réflexions à avoir très rapidement. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Oui, toutes ces organisations-là, elles ne font plus trop rêver, vu le Big Quit et la grande démission. Et peut-être que la crise sanitaire et le moment où on s'est arrêté, bah, ça a quand même stimulé des prises de conscience collectives, ou en tout cas accéléré des prises de conscience. Ok, alors on est déjà 19h34. On avait prévu un autre temps en petit groupe. Je pense que là, on a déjà passé un peu les temps. Donc, ce qu'on vous propose de faire pour finir, c'est juste une déclusion en popcorn. Donc, vous pouvez mettre un mot dans le chat. Toutes vos expériences à chacun et les parallélismes qui peuvent être faits avec le monde animal et végétal montrent un peu tout l'éventail du possible. Donc, merci beaucoup. C'était super bien. Merci. Merci. Si quelqu'un souhaite dans le chat ou comme ça partager un mot, parce qu'on a vraiment plus de temps. En fait, mes enfants vont rentrer et là, bientôt, on n'entendra plus rien. Espoir, pour un mot. Merci. Énergisant. Confiance. Motivation. Bravo et longue vie à l'entreprise vivante. C'est qu'un seul mot. Émancipation. Merci. Rêve, sagesse. Bon, j'en mets un deuxième, enthousiasme. Merci. Moi, je vais dire merci. Merci à vous. Et un grand merci à Antonella et à Adrien d'avoir porté ce moment tous ensemble. Ravi d'avoir pu participer à ça. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et un grand merci à nos invités. Merci.